Au fond de la forêt, un groupe d'hommes ignobles commence à se forcer violemment sur deux femmes. Juste au moment où ils s'apprêtent à abuser de l'une d'elles, les hommes sont tous coupés en deux. Un chevalier imposant se présente sous le nom d'Arc et commente nonchalamment qu'ils étaient répugnants, alors il a opté pour une attaque surprise. Peut-être aurait-il pu se présenter avant de tuer les types, mais ça n'aurait pas été aussi stylé. Revenons un peu en arrière. Qui est Arc? Un jour, un homme en armure lourde s'est réveillé au milieu d'une forêt sans aucune idée d'où il est ni comment il y est arrivé. Il reconnaît son armure et ses armes comme des objets issus d'un jeu auquel il joue, incarnant un personnage qu'il a nommé Arc. Et comme tout semble bien trop réaliste pour être un rêve, il théorise qu'il doit être à l'intérieur du jeu. Arc teste l'étendue des capacités de son épée et découvre qu'il est sacrément doué avec. Il possède même des pouvoirs magiques pour compléter ses compétences de destruction. Apparemment, son personnage était un chevalier sacré avec des capacités de la classe prêtre. En d'autres termes, il est surpuissant, donc au moins, il n'aura pas de mal à s'en sortir dans ce monde. Mais il a un petit problème, cependant, et c'est le fait accablant que, peu importe où vous êtes, le capitalisme règne en maître, et Arc n'a ni nourriture ni argent. En voyageant, il teste ses différentes compétences et s'amuse en le faisant. Il ne semble pas trop se soucier du fait qu'il ait été soudainement transporté dans un autre monde. En chemin, Arc trouve une rivière et commente à quel point elle est réaliste. Il enlève alors son casque pour regarder son visage dans le reflet, et imaginer sa surprise lorsqu'il découvre qu'il est un squelette. Arc panique et se rappelle que dans le jeu, il avait choisi l'avatar squelette. Il sait ce qui va se passer ensuite, il le sent dans ses os. Il redoute que les villageois découvrent cela, car ils pourraient avoir peur de lui, le chasser ou même l'éliminer. Et ainsi, Arc décide de faire le moins de vagues possible, ce qui est un peu difficile quand on ressemble à un sac d'os. Il arrive d'abord à Luvirte, une ville-château. En se promenant et en observant les environs, il repère une auberge faubourg familière. Arc note que la ville a plus une ambiance médiévale qu'un style fantastique. Il passe ensuite par une ruelle et surprend une conversation entre un humain et une créature ressemblant à un elfe. En voyant les oreilles pointues de l'elfe, Arc s'excite. « Voilà du vrai fantastique !» s'écrie-t-il avec une étincelle dans ses orbites vides. En entendant son éclat, l'elfe couvre ses oreilles et disparaît rapidement, contrecarrant les plans d'Arc de la suivre. Malgré tout, il la cherche jusqu'à ce qu'il tombe finalement sur une guilde de mercenaires, un endroit où il peut accepter des quêtes en échange d'une récompense. Il entre, et son apparence attire immédiatement l'attention de tout le monde. Arc se dirige vers le réceptionniste et demande une licence de mercenaire pour pouvoir accepter des quêtes. Bien que l'homme pense déjà qu'Arc a un bon travail en tant que chevalier, il l'informe qu'il doit chasser 3 bêtes, monstres ou bandits avant d'obtenir une licence. Lorsqu'Arc s'éloigne, un autre homme s'approche du réceptionniste. Il commente que le chevalier semble confus et demande s'il va bien. Le réceptionniste lui dit de laisser Arc tranquille et suppose qu'il a probablement été forcé de devenir mercenaire pour s'occuper d'un enfant malade. Cela pousse l'homme à encourager Arc, et ce dernier s'amuse de leur conversation, concluant qu'on lui a déjà attribué une histoire tragique. Le chevalier se dirige vers la forêt pour aller chasser. Jusqu'à présent, il a déjà vaincu 2 sangliers. Il s'ennuie un peu, car il espérait en fait affronter une créature plus fantastique. Arc obtient bientôt ce qu'il veut lorsqu'il tombe sur un orc, et l'excitation monte à l'idée de finalement battre un monstre. Il frappe l'orc sans transpirer et, d'un coup net, tranche la bête en 2. Sur le chemin du retour vers la guilde des mercenaires, il tombe sur un groupe de bandits qui s'en prennent à des civils innocents. 2 femmes sont blotties dans un coin, terrifiées, tandis que les autres ont déjà été tuées par les bandits. Arc observe la situation à distance prudente et réfléchit sur la différence entre chasser des bêtes ou des monstres et tuer des humains. Il continue d'analyser la situation pendant que les bandits déchirent lentement la robe de l'une des femmes. Finalement, il ne peut pas simplement rester là et être témoin de cette cruauté sans agir. Arc décide donc de venir en aide aux femmes et anéantit tout le groupe de bandits avec son épée puissante. On pourrait tout aussi bien l'appeler One Slice Man. Les femmes sont très reconnaissantes d'avoir été sauvées et expriment leur gratitude avec insistance. L'une des femmes est Lorraine Lareya du Lavierte, de la famille Lavierte, et l'autre est son assistante, Rita. Rita lui demande s'il est un chevalier au service d'un seigneur. Arc ne peut pas répondre à cela, car dans le jeu, son personnage était maudit malgré son statut de chevalier sacré et est en quête d'un remède pour lui-même. Il leur dit plutôt de se couvrir, car leurs vêtements ont été déchirés par les bandits. Arc se charge ensuite de se débarrasser des corps des bandits en les brûlant, et pendant qu'il fait un barbecue improvisé, il se surprend de ne ressentir aucune culpabilité. N'a-t-il pas juste ôté la vie à d'autres humains? Peut-être est-ce parce qu'ils étaient des méchants? Il jette rapidement un coup d'œil aux femmes, et après s'être assuré qu'elles ne font pas attention à lui, il décide de piller les bandits. Avec cela, ils retournent ensemble en ville à Luvirte. Pendant qu'ils discutent entre eux, Lorraine fixe Arc avec de grands yeux, ce qui le rend nerveux. Arc se rend ensuite à la guilde des mercenaires pour présenter les corps du monstre et des bêtes qu'il a vaincus, choquant le réceptionniste qui ne pensait pas qu'il pourrait accomplir l'épreuve en une seule journée. Et ainsi, Arc obtient sa licence de mercenaire, ainsi qu'une pierre unique provenant de l'orque qu'il a battu. Pour célébrer ses triomphes de la journée, il mange et boit à sa guise.
Mais où est-ce qu'il va stocker tout ça? La journée touchant à sa fin, Ark conclut enfin que tout cela n'est pas un rêve. Il est bel et bien un sac d'os dans un autre monde. Et malgré cette aventure intimidante, il ne peut s'empêcher d'anticiper les quêtes qu'il vivra le lendemain. Seona, une mère célibataire dévouée, se réveille à l'aube chaque jour pour travailler sans relâche pour ses 2 enfants, Marka et Elina. Inquiète pour le bien-être de sa mère, Marka rédige une demande d'emploi pour chercher de l'aide. Ark répond à cette demande et accepte d'accompagner quelqu'un pour récolter des herbes. Après être arrivé à Rata Village, la destination de la mission, Ark reçoit des indications du gardien pour se rendre chez Seona. Lorsqu'il frappe à la porte, Marka répond alors qu'elle et Elina prennent leur petit déjeuner. Dès que Marka rencontre Ark, elle est stupéfaite par sa carrure imposante. Il révèle qu'il a accepté leur annonce de travail du Mercenary Guild, la laissant momentanément sans voix. Un flashback révèle alors comment Ark a interagi avec la réceptionniste de la guilde, qui lui a conseillé d'être doux avec la cliente. Revenant au présent, Ark est invité à prendre du thé pendant que Marka demande s'ils peuvent commencer tout de suite. Ark accepte, et Marka se prépare pour la tâche à accomplir. Pendant leur voyage pour récolter des herbes, Ark informe Marka qu'ils devront protéger le village des sangliers aux crocs, qui ont causé des problèmes dans la région. Ark demande à Marka pourquoi elle est si pressée de terminer leur mission, ce à quoi elle confie que sa mère rentrera bientôt à la maison et désapprouverait leur travail. Elle exhorte Ark à garder cette information secrète vis-à-vis de sa mère et partage que son père est décédé l'année précédente, laissant sa mère élever seule la famille. Malgré les responsabilités supplémentaires, sa mère a pris le travail de collecte des herbes, et Marka est déterminée à l'aider de toutes les manières possibles. Ark est touché par la confession sincère de Marka et impressionné par sa détermination à soutenir sa famille. Il décide de l'aider à récolter les herbes, reconnaissant l'importance de la tâche et l'impact qu'elle aura sur la mère de Marka. Alors que Marka et Ark s'aventurent dans les champs à la recherche de l'herbe Kokora, Marka partage ses vastes connaissances sur la plante avec Ark, l'impressionnant par son expertise. Ils décident finalement de se diriger vers l'arbre Kobumi à proximité, mais leur progression est interrompue par des bruits dans les buissons. En enquêtant, ils découvrent un monstre vert blessé, doté de plusieurs queues. Alors qu'Ark tend la main pour aider, la créature mord son doigt. Cependant, au lieu de riposter, Ark utilise sa magie de guérison pour soigner la blessure du monstre. Fou de joie, la créature gambade autour d'Ark, le suivant de près. Marka suggère qu'Ark donne un nom à la créature, et après quelques réflexions, Ark opte pour le nom Ponta. Au village, un chasseur est visiblement troublé par une étrange vision qu'il a rencontrée dans la forêt, différente du sanglier au croc habituel qui rôde dans la région. Pendant ce temps, Seona arrive au village et apprend du gardien que Marka était parti pour la forêt en compagnie d'un chevalier. Pendant ce temps, Ark et Marka découvrent l'arbre Kobumi. Marka devient excité car l'arbre est en pleine floraison, mais sa joie est de courte durée lorsqu'un basilic géant surgit derrière l'arbre. Ponta semble agité autour de la créature, ce qui amène Ark à soupçonner qu'il s'agissait du même monstre qui avait causé la blessure de Ponta. Alors que le basilic se précipite vers Marka, Ark agit rapidement et la tire hors de son chemin. Il parvient à esquiver son souffle empoisonné et à analyser ses schémas d'attaque tout en repoussant ses griffes paralysantes et sa langue semblable à un fouet. Ark utilise ensuite son bouclier sacré de Teutate pour se protéger de l'attaque de pétrification du monstre. Il enchaîne ensuite avec son attaque puissante de jugement qui tranche le basilic en deux, le vainquant finalement. Alors que Marka exprime sa joie face à la mort du monstre et à la célébration inévitable des villageois, Ark demande qu'ils gardent les détails de leur rencontre secrète. Marka comprend et accepte de garder leur victoire sous silence. En inspectant de plus près, Ark remarque un anneau autour de la cheville droite du basilic qui disparaît quelques instants après qu'il l'ait remarqué. Il en déduit que les sangliers au croc, qui apparaissent près du village, étaient attirés là par le basilic. Comme pour confirmer cette théorie, un sanglier au croc apparaît devant eux, et Ark le neutralise rapidement. Il présente la carcasse du sanglier en cadeau au village, mais il revendique les crocs et la pierre unique comme paiement pour leur service. De plus, il suggère que la peau soit tannée et offerte à Marka, tandis que la viande devrait être répartie parmi les villageois. Après la rencontre avec le basilic, Marka retrouve sa mère Seona, qui l'accueille à bras ouverts. Ark saisit cette opportunité pour s'excuser formellement auprès de Seona pour avoir permis à Marka de s'aventurer imprudemment dans la forêt. Alors qu'ils conversent, le gardien du village et le chasseur s'approchent d'Ark et lui demandent s'il avait rencontré le monstre qui semait le trouble dans la forêt. Cependant, Marka et Ark nient tous deux avoir connaissance de l'existence de la créature. À la tombée de la nuit, Ark et Ponta se préparent à quitter le village. Avant de partir, Elina offre à Ark un diadème de fleurs en signe de reconnaissance et d'admiration pour son courage. Plus tard dans la nuit, au cœur de la forêt, un grand groupe de soldats réussit à tuer un basilic géant de leur côté. Le chef du groupe reçoit un rapport de son subordonné, détaillant le nombre de soldats morts et blessés, ainsi que le récit d'une seule personne qui a réussi à tuer le basilic seul. Le chef est stupéfait par cet exploit incroyable et se demande si la personne qui l'a accompli doit être un dieu ou un démon. Pendant ce temps, Ark profite d'une soirée paisible dans sa chambre avec Ponta, envisageant de relever une quête plus difficile le lendemain.
Une femme elfe marche seule dans les bois au milieu de la nuit. Elle réfléchit à son désir d'être plus forte que quiconque. Elle pense que l'accord entre les humains et les elfes comme elle n'est plus qu'une illusion à ce stade, et que les humains envahissent lentement les terres elfiques. Pour elle, il n'y a plus personne sur qui les elfes peuvent compter, alors elle doit devenir une guerrière suffisamment puissante pour aider sa race opprimée. Pendant ce temps, Ark s'habitue à accomplir des quêtes simples pour couvrir ses dépenses quotidiennes. Dans cette grotte, un groupe de bandits est vu en train de fuir, terrifié, alors qu'Ark les poursuit. Il achève les bandits avec facilité, pensant à quel point il est agréable de compléter des quêtes simples pour couvrir ses dépenses quotidiennes. En examinant la scène, il trouve le trésor des bandits et prend un peu de butin, mais son attention est momentanément attirée par quelques caches dans un coin. Il les ignore rapidement, sans trop y réfléchir. Ailleurs, il est révélé que la récente attaque contre Lorraine était en réalité une tentative d'assassinat ratée, ordonnée par Lord Diant. Diant, en apprenant que le plan a été contrecarré par un simple mercenaire, est à la fois choqué et furieux. On découvre également que Diant est derrière la récente montée en puissance des monstres dans les terres sous le contrôle de la famille de Lorraine. Son allégeance est avec le prince de l'Est, Dakaret, tandis que la famille de Lorraine est soutenue par le prince secte de l'Empire occidental. L'objectif ultime de Diant semble être la déstabilisation du royaume en préparation d'une guerre imminente. Cependant, ce qui préoccupe le plus Diant, c'est de s'assurer que son commerce illégal d'esclaves fonctionne sans encombre. De retour dans la grotte, Ark est soudainement attaqué par une mystérieuse femme. Elle bouge avec une telle vitesse qu'Ark ne peut pas dire si elle est une survivante des bandits ou quelqu'un d'autre. Lorsqu'il aperçoit son visage, il la reconnaît comme l'elfe qu'il avait vu auparavant. La jeune elfe exige qu'Ark lui rende les enfants qu'il a pris, mais il est complètement déconcerté par son accusation. Il essaie de lui expliquer qu'elle doit faire erreur, mais elle reste méfiante et se prépare à le frapper. Cependant, elle arrête son attaque dès qu'elle remarque Ponta, la créature spirituelle qui accompagne Ark. Elle reconnaît Ponta comme un être rare, généralement prudent et peu enclin à se lier avec les elfes ou les humains. Ark explique que Ponta le suit depuis qu'il l'a aidé à se rétablir, ce que l'elfe prend comme un signe d'honneur. S'excusant pour son attaque, elle informe Ark qu'elle est en mission pour traquer des bandits qui capturent des elfes. Ark se rappelle les cages qu'il avait vues plus tôt et en comprend le sinistre but. Curieux, Ark demande pourquoi les elfes sont chassés, et elle lui révèle que les elfes sont très prisés sur le marché des esclaves. Il lui propose son aide, mais elle refuse, affirmant que c'est une affaire que les elfes doivent gérer eux-mêmes et qu'elle ne demanderait jamais l'aide d'un humain. Elle s'éloigne, mais Ark n'est pas découragé. Il se dit que cela doit être l'une de ces quêtes d'événements où il est d'une belle elfe. Le lendemain, Ark est informé par le greffier de la guilde de la partie de la forêt où résident les elfes, et il part à la recherche de la jeune fille. Alors qu'il s'enfonce plus profondément dans la forêt, Ark tombe sur un groupe de bandits pourchassant une jeune elfe. Observant à distance, il reconnaît le chef du groupe comme étant Udoran, le fils de Lord Diant. Udoran tourmente cruellement la jeune elfe et ordonne qu'elle soit jetée dans une charrette avec les autres captifs destinés à être vendus. Tandis qu'Udoran continue de harceler les captives, Ark a de plus en plus de mal à rester à l'écart. Juste au moment où il s'apprête à intervenir, l'elfe de la nuit précédente arrive sur les lieux, exigeant la libération des captifs. Les bandits, en voyant la valeur de la guerrière elfe, décident de la capturer elle aussi. Cependant, ils n'ont aucune chance contre elle, car elle les découpe avec une aisance déconcertante. Désespéré, Udoran, le fils de Lord Diant, menace de faire du mal aux jeunes elfes captives pour la contraindre. Son plan fonctionne, et les bandits commencent à harceler la guerrière elfe. Juste au moment où elle est sur le point de perdre tout espoir, Ark se téléporte instantanément derrière Udoran. Bien qu'il sache qu'il avait promis de ne pas s'immiscer dans les affaires des elfes, il lui dit qu'il est là pour aider. Ensemble, ils parviennent à vaincre les bandits. La guerrière elfe tente encore de refuser son aide, mais Ark prouve son utilité en libérant les jeunes filles des cages. Elle remarque ensuite que les filles portent des colliers qui drainent leur mana, et qu'elle n'est pas capable de les retirer ici. Cependant, elle est stupéfaite de voir qu'Ark utilise des sorts puissants pour à la fois retirer les colliers et soigner leurs blessures. Elle envoie alors un message par l'intermédiaire d'un oiseau pour que ses camarades viennent récupérer les jeunes elfes. Alors qu'ils se préparent à se séparer, les jeunes filles sont tristes de quitter Ark. Cependant, il les rassure en leur disant que si elles ont à nouveau des ennuis, il viendra à leur secours. La guerrière elfe trouve Ark très étrange, car elle n'a toujours entendu parler que d'humains barbares et dangereux. Elle est également très impressionnée par sa maîtrise des compétences magiques et se demande qui il est vraiment. Il se présente comme un simple mercenaire itinérant nommé Ark, accompagné de son compagnon de voyage, Ponta. Finalement, elle se présente à son tour sous le nom d'Ariane, une guerrière elfe, et remercie Ark pour son aide. Un messager ailé arrive à cet instant et informe Ariane qu'elle doit revenir immédiatement, car son groupe prévoit de secourir d'autres esclaves. Ariane demande alors à Ark, après avoir confirmé qu'il est bien un mercenaire, s'il accepterait de se faire engager immédiatement pour les aider dans leur mission. Au début, Ark hésite, se demandant si ses camarades pourraient avoir des préoccupations concernant sa présence. Ariane affirme que certains ne seront probablement pas ravis et que si c'était un autre humain, elle ne prendrait pas ce risque. Cependant,
il a montré qu'il n'a aucun préjugé envers les elfes et qu'il a sauvé les enfants elfes. Même une créature spirituelle l'a accepté, ce qui montre qu'il est digne de confiance. Elle lui demande de lui prêter main forte pour sauver son peuple. Elle lui tend la main, et après un moment d'hésitation, Ark prend sa main et la serre. En tant que mercenaire, il sera employé par Dame Ariane, dit-il. Ariane le remercie avec un sourire. Ark utilise la compétence Get pour se téléporter avec elle. Il se présente à nouveau, expliquant qu'il souhaite rester discret dans ce monde, bien que son vœu semble changer inévitablement après sa rencontre avec Ariane. Ariane est choquée en voyant où ils se trouvent, ils sont à la rivière Lidel, avec Diane juste à proximité. Ark explique qu'il a préféré les transporter à un endroit plus éloigné pour éviter de provoquer une agitation en ville. Ariane est impressionnée qu'il puisse utiliser la magie de téléportation sans incantation et estime que ce pouvoir sera un atout précieux pour sauver son peuple. Ark est manifestement ravi de l'entendre. Il suggère qu'ils atteignent Diante avant que le soleil ne se couche, car ils doivent y rencontrer un autre elfe. Lorsqu'ils arrivent en ville, ils attendent dans une ruelle isolée, où Ariane lui annonce qu'ils doivent rencontrer un de ses camarades, Danka. Ark s'imagine, en voyant Ariane, que Danka pourrait aussi être un bel elfe. Sa surprise est grande lorsque Danka se révèle être un homme à l'air sévère. Ponta, la petite créature, se cache même sous la cape d'Ark à sa vue. Danka s'informe sur l'identité d'Ark, et Ariane le présente comme un mercenaire qui les aidera. Ark est nerveux sous le regard évaluateur de Danka. Ariane propose qu'il se déplace ailleurs, car parler dans une ruelle pourrait attirer l'attention. Ils se rendent donc dans une taverne pour discuter de leur opération. Ark refuse de manger pour ne pas révéler ce qu'il cache sous son armure. Ariane présente à nouveau son camarade comme étant Danka Maple, un guerrier elfe qui a recueilli des informations. Ark remarque qu'Ariane porte également le nom Maple et lui demande s'ils sont apparentés. Elle lui explique que non, précisant que les noms elfes se composent du prénom, du nom du parent du même sexe, et du village d'origine. Tous deux sont donc citoyens de la ville de Maple, située dans la grande forêt du Canada. Ark interroge Danka sur ses investigations, mais Danka semble absorbé par la description des brochettes de bœuf de Goa, une spécialité de Diante, accompagnée de bière au miel, une autre spécialité locale. Après avoir goûté à la bière au miel, Danka affirme à Ariane qu'il se demande ce qu'est exactement Ark. Ark, dans son esprit, se demande s'il est considéré comme un objet maintenant. Ariane explique à Danka qu'Ark est un mercenaire qui est venu à son aide lorsqu'il combattait des chasseurs d'elfes dans la forêt. Elle l'a engagé pour les aider dans leur mission de sauvetage. Ark, encore une fois, transpire à grosses gouttes, se sentant incroyablement intimidé par Danka. Ce dernier remet en question la santé mentale d'Ariane, considérant qu'elle fait une erreur en engageant un mercenaire pour les aider. Elle affirme à son camarade qu'Ark n'est pas un mercenaire ordinaire et qu'il peut utiliser la magie de téléportation. Ark précise qu'il y a tout de même des limitations à cela. Ponta, qui était caché sous l'armure d'Ark, fait alors son apparition, et Danka est surpris de voir une Ventu Vulpi. Ariane présente également Ponta à Danka, et la petite créature ferme les yeux de joie lorsqu'Ariane lui gratte le menton. Maintenant que Danka sait qu'Ark peut utiliser la magie de téléportation et qu'il est accompagné d'une créature spirituelle, il accepte l'idée de collaborer avec lui, reconnaissant que cela pourrait être utile. Ariane demande à Danka s'il a réussi à localiser leur base d'opération. Il confirme que oui, elle est située près du quartier des divertissements, où ils trouveront les elfes disparus. Cependant, il précise qu'ils devront attendre tard dans la nuit pour lancer l'opération de sauvetage, car même après la tombée de la nuit, la ville reste assez active. Ils décident donc d'attendre dans la taverne. Comme ils ne prendront aucune mesure avant la nuit, Ark annonce qu'il s'absentera pendant 1 heure pour régler quelques affaires. Ariane lui assure qu'ils l'attendront. Dès qu'Ark s'éloigne, Danka exprime sa surprise qu'Ariane fasse confiance à un étranger. Cette déclaration rend Ariane morose. Elle admet que sans l'aide d'Ark, elle aurait pu être capturée avant même d'arriver à Diante. Danka réplique qu'elle est peut-être trop confiante en sa propre force ou qu'elle a agi par impatience. Cela la rend encore plus abattue, et elle reconnaît qu'elle a échoué en tant que guerrière. Elle ajoute que sa sœur, Evin, aurait réussi. Danka ajoute qu'Evin aurait probablement gagné sans trop de difficultés, mais il précise qu'il ne sert à rien de faire des comparaisons. Selon lui, Ariane est déjà assez forte pour son jeune âge et, avec de l'expérience, elle sera un jour l'égale de sa sœur. Après cela, Danka demande à nouveau à Ariane s'ils peuvent réellement avoir confiance en Ark et elle confirme cela. Pendant ce temps, Ark vient de conclure un bon deal et pour fêter cela, il ne lésine pas sur les moyens et se met bien lui et Ponta, en mangeant de la bonne bouffe et en buvant de la bonne bière. Pendant ce temps, du côté des elfes captives, une des captives se met en colère et dit aux méchants qu'elle sait qu'un de leurs guerriers viendra les sauver et que tous les méchants mourront. Les hommes rient de ces paroles et se moquent d'elle. L'un des hommes tire les cheveux de la petite fille et lui lèche le visage. La nuit est finalement tombée. La lune brille dans le ciel sombre, et les rues de Diante sont enfin silencieuses. Ariane, Danka et Ark se préparent à secourir les enfants elfes. Alors qu'ils se dirigent vers leur destination, une autre personne les suit discrètement. En arrivant à l'endroit où les enfants sont retenus, ils voient des gardes à l'entrée. La porte arrière est également bien gardée, selon Danka.
Il commente qu'infiltrer ce lieu sans se faire remarquer nécessitera du courage. Ark réplique qu'il en a bien assez, faisant une blague sur le ton léger malgré la gravité de la situation. Ariane lui demande s'il parle de courage, mais il répond que la situation est frissonnante. Alors qu'il se concentre à nouveau sur l'opération, Ariane exprime ses inquiétudes, les gardes finiront par les repérer. Une fois les elfes libérés, les ennemis qu'ils croiseront ne survivront pas. Elle demande à Ark s'il peut les téléporter à une petite fenêtre au 2e étage du bâtiment. Il répond que cela ne posera aucun problème. Il suggère de reculer pour éviter que la lumière de son sort n'attire l'attention des gardes. Ark leur dit que ce n'est pas nécessaire et leur demande simplement de poser leurs mains sur lui. Ils s'exécutent, et ils se retrouvent sur le toit du bâtiment. Ariane, impressionnée par la téléportation à courte portée, se demande ce qu'est réellement Ark. Danka, lui aussi impressionné, admet que c'est une technique remarquable. Ariane ouvre la fenêtre et constate que personne n'est à l'intérieur. Il devrait pouvoir entrer sans être repéré. Cependant, un problème surgit, la fenêtre est assez petite, et même Ariane, qui est de taille modeste, a du mal à s'y glisser. Ark et Danka détournent le regard pendant qu'elle essaie de passer. Une fois à l'intérieur, les deux hommes se téléportent simplement dans la pièce. Ariane leur fait remarquer qu'ils auraient pu lui dire que c'était une option, ce qui aurait facilité son passage. Ark tente de la rassurer en disant qu'ils ont détourné les yeux, mais Ariane lui ordonne de s'efforcer d'oublier cette scène. Le chevalier, persistant, ajoute que avoir une poitrine et des cuisses généreuses n'est pas une honte. Danka, impatient, leur dit d'arrêter de plaisanter et de se remettre à la mission. Il commence à explorer l'intérieur du bâtiment. En ouvrant une porte, il découvre des hommes morts, apparemment éliminés par quelqu'un. Chaque homme a été tué d'un coup porté à la gorge, et le sang est encore frais. Danka conclut que quelqu'un d'autre est déjà passé par là. Ils ne sont pas les seuls à s'infiltrer ce soir. Ariane propose de retrouver les elfes capturés au plus vite, car ils ne savent pas si cet autre intrus est un allié ou un ennemi. Danka suggère de se séparer pour continuer la recherche. Ark utilise son sort de déplacement dimensionnel pour fouiller les pièces sans faire de bruit. En entrant dans une autre pièce, il réalise qu'il n'y a personne pour l'entendre de toute façon, car ils sont tous morts. Soudain, des kunai volent vers son visage, qu'il repousse aisément. C'est la personne qui les suivait plus tôt. Cette personne ne s'arrête pas là et attaque à nouveau Ark, mais le chevalier squelette bloque les coups avec son armure tout en observant son adversaire. Il s'agit d'un ninja. Ark remarque encore plus de détails et devient tout excité, c'est un ninja avec des oreilles poilues, ce qu'il trouve extrêmement cool. Le ninja lui demande comment il connaît l'existence des ninjas. Il ne sait pas quoi dire, à part qu'elle est très clairement une ninja. Elle lui répond qu'il n'est pas un intrus ordinaire. Ponta sort du dos d'Ark, ce qui amène la ninja à changer rapidement de ton. Elle dit que s'il est en compagnie d'une créature spirituelle, elle doute qu'il ait de mauvaises intentions. Ark ne comprend pas exactement pourquoi, mais il semble qu'elle ait réalisé que tout cela est un malentendu. Elle lui demande s'il est là pour libérer les filles elfes capturées. Ark lui demande si elle est là pour la même mission, mais elle répond que non. La ninja lui explique qu'elle n'a pas trouvé ce qu'elle cherchait. Elle lui indique que les elfes emprisonnés se trouvent sous terre. Elle lui lance un parchemin, et lorsqu'il lui demande ce que c'est, elle répond que c'est quelque chose qui sera utile à lui et à ses alliés. Elle lui jette également des objets ronds que Ponta attrape, le petit renard les grignotant au sol. Avant de partir, la ninja lui dit que 2 autres elfes sont retenus captifs dans le manoir du seigneur. Elle part avant qu'Ark puisse lui demander plus de détails. Avec le départ de la ninja, Ark se rend compte qu'il n'a même pas eu l'occasion de lui demander son nom. Jusqu'à ce moment-là, il ignorait que l'amitié avec les créatures spirituelles était si rare. Il demande à Ponta s'il est satisfait de leur arrangement. Ark ouvre les documents que la ninja lui a donnés et découvre qu'il s'agit d'un contrat pour l'achat de serviteurs elfes. Il montre cela à Ariane et Danka, qui sont choqués. Le nom figurant sur les contrats, c'est celui du seigneur de Diante. Il est aussi impliqué dans ce commerce. Ark leur annonce que des esclaves captifs sont retenus dans le sous-sol du manoir, et que 2 autres se trouvent dans le palais du seigneur. Ariane demande à Ark d'où viennent les informations et les contrats. Ark sent que les choses deviendraient compliquées s'il mentionnait la ninja, alors il répond simplement qu'il a capturé et interrogé l'un des méchants. Ariane le croit, heureusement pour lui. Il demande quels sont les prochains pas, et l'elfe décide qu'ils s'occuperont d'abord de la situation sur place, puis se dirigeront vers le palais. Tout à coup, d'autres méchants font irruption dans la pièce, et ils n'ont d'autre choix que de les affronter de front. Ark et Danka n'ont même pas besoin de lever le petit doigt, car Ariane élimine les ennemis. Plus précisément, elle les réduit en cendres avec son épée flamboyante. Finalement, ils atteignent le sous-sol. Ils ont un peu de mal à défoncer la porte, mais ils y parviennent. Ariane annonce aux filles qu'elle est là pour les sauver, et elles se réjouissent. Elle demande ensuite à Ark de plier les barreaux de la prison. D'abord, les filles elfes se méfient un peu d'Ark, mais Ariane leur assure qu'il est un allié. Les filles s'approchent d'Ariane et la serrent dans leurs bras. L'elfe les rassure en leur disant qu'elles sont en sécurité maintenant. Danka leur rappelle qu'ils ne doivent pas perdre plus de temps ici. Ariane est d'accord, puis fait signe à Ark. Le chevalier squelette téléporte alors tout le monde à une distance sécurisée. Il remarque que les filles portent des colliers maudits et utilisent sa magie pour les retirer.
Danka est stupéfait qu'il ait pu briser une malédiction de scellement avec tant de facilité et se demande qui il est vraiment. Une des filles elfes éclate en larmes de joie et remercie Ark. Danka se porte volontaire pour s'assurer que les filles elfes rentrent chez elles en sécurité et confie le reste à Ariane. Il dit à Ark et Ariane qu'ils devraient pouvoir sauver les autres elfes. Il rappelle aux chevaliers de veiller sur Ariane. Ark et Ariane se téléportent alors au palais du Seigneur. Les filles et Danka les regardent partir. L'une des filles demande s'ils vont s'en sortir. Après tout, ils ne sont que deux. Danka les rassure en affirmant qu'ils n'ont aucun problème pour infiltrer des lieux sans se faire remarquer. Comme pour confirmer ses paroles, le dôme du palais s'embrase et se met à fumer. La ninja et son compagnon observent également cette agitation. Elle dit à son compagnon qu'Ark savait ce qu'était un ninja, ce qui semble surprenant dans ce monde, vu sa réaction. En retirant son masque, elle ajoute, peut-être que nous nous reverrons un jour. Au palais, deux jeunes filles elfes plus âgées sont retenues captives par le Seigneur. Avec la manière dont il se lèche les lèvres en les regardant, il est clair ce qu'il prévoit. Elles sont sur un lit, les mains au-dessus de leur tête et attachées au bois pour les empêcher de bouger. L'une des filles, avec bravoure, lui dit de se dépêcher et de faire ce qu'il a en tête, le traitant de salaud puant. Le Seigneur étrange ricane et lui fait remarquer qu'elle a toujours des réactions uniques. Ses yeux, qui le regardent comme s'ils n'étaient que déchets, lui donnent des frissons. Dans la pièce se trouve également Udolan, qui est réprimandé par le Seigneur pour avoir accompagné les chasseurs d'elfes sans permission et avoir échoué. Il a même eu le culot de revenir seul. Le Seigneur lui dit qu'il ne sait pas comment gérer ces elfes, le qualifiant de petit imbécile. Il applique une sorte de lotion sur le ventre d'une des elfes et lui montre comment s'occuper d'un elfe. Ariane et Ark sont proches, mais pas assez près. Ariane indique à Ark qu'il devrait s'arrêter à la tour de l'horloge, car les chambres du Seigneur doivent être plus hautes dans le palais. Ark lui demande comment elle le sait, et elle répond que c'est évident depuis un moment. Les idiots et la fumée montent toujours très haut. Ark la suit et les téléporte à la tour de l'horloge, où ils sont immédiatement accueillis par des gardes. Ariane n'a même pas eu le temps de descendre de ses bras. Ark tranche à travers la grande cloche, bloquant le chemin des gardes, et il fuit rapidement la zone. Les autres gardes, alertés par le bruit des intrus, tentent de retrouver Ark et Ariane. Ils se rencontrent dans un couloir avec une armure de chevalier, discutant des intrus. Ils ne se doutent pas que les 10 intrus sont juste sous leur nez. Une fois les gardes éloignés, Ariane apparaît derrière Ark, qui est aussi immobile que l'armure de chevalier qui l'imite. L'elfe dit qu'ils doivent se dépêcher. Dans les chambres du Seigneur, le Seigneur est toujours en train de faire des choses très douteuses aux pauvres filles elfes. Le Seigneur, nommé Triton, est informé par l'un de ses serviteurs que des intrus ont pénétré dans le palais. Triton leur dit de s'en occuper eux-mêmes. Le serviteur, terrifié, dit à son maître que les intrus sont des monstres. Soudain, le serviteur est projeté loin par une énorme explosion. La porte, avec des parties du mur, est détruite, créant une grande ouverture. Ark et Ariane font leur grande entrée, avec Ark se présentant de manière décontractée comme s'il rencontrait un nouveau camarade de classe. Ariane déclare qu'ils sont là pour sauver les elfes. Udolan est terrifié à leur vue, se remémorant les dégâts qu'ils ont infligés à lui et à ses alliés. Les deux jeunes filles elfes reconnaissent Ariane. Triton s'avance vers Ariane et exige de savoir qui ils sont, mais elle lui assène un coup de pied dans les parties avant qu'il ait pu terminer sa phrase. Avec le pervers en douleur, Ariane se précipite vers les deux elfes et leur assure qu'elles sont désormais en sécurité. Udolan tente de fuir, mais Ark l'attrape et le plaque contre le mur, le mettant en garde qu'il ne pourra pas s'échapper. Udolan est tellement terrifié qu'il perd connaissance. La main d'Ark crée un trou dans le mur, révélant une pièce cachée. Ses yeux et ceux de Ponta s'illuminent en découvrant le contenu de la pièce secrète. Il appelle Ariane, qui est occupée à donner des coups de pied à leur Triton. Triton, les larmes aux yeux, déclare qu'il est marquis du royaume de Roden et insiste sur le fait qu'ils ne s'en sortiront pas comme ça. Ariane lui ordonne de se taire et continue à le frapper. Ark essaie d'intervenir, mais Ariane répond qu'ils ont rompu le traité en premier, et elle ne voit aucun problème à exiger un prix pour cela. Elle dit aux deux jeunes filles elfes qu'elles peuvent faire ce qu'elles veulent avec Triton. Les filles battent le Seigneur à leur cœur joie. La réaction d'Ark et le fait que Ponta cache son visage montre que la punition est extrêmement brutale, mais il le mérite. Des gardes arrivent bientôt dans la pièce, et Ark demande à Ariane de s'en occuper pendant qu'il explore la pièce cachée. Ariane les incinère avec une efficacité impeccable. Elle donne des instructions aux elfes pour qu'elles s'échappent, retrouvent Danka et se rendent à l'Alatoya. Pendant ce temps, Ark est occupé à rassembler l'or de la pièce secrète. Il y a de nombreuses barres d'or, pièces et bijoux. Ark se demande s'il peut même tout porter. Alors qu'il continue à mettre le butin dans ses sacs, Ariane jette un coup d'œil dans la pièce et son choc est évident. L'elfe lui demande ce qu'il fait, et Ark explique qu'il faut plus d'argent qu'on ne le pense pour reconstruire une organisation. Il suggère que si on veut kidnapper des elfes à nouveau mais qu'on manque de fonds, cela compliquera les choses. Ariane comprend l'implication, ils ne peuvent pas se reconstruire rapidement sans l'argent nécessaire. Elle félicite Ark en lui disant qu'il est très astucieux. Cependant, le motif de retrait des fonds pour qu'il ne puisse pas se reconstruire est une invention d'Ark. Il veut juste prendre l'argent. Sacré avare ce squelette. Ark remarque que des explosions se produisent dans tout le château et demande à Ariane si elle est responsable.
Elle répond que ce n'est pas le cas. Peu importe. Il devrait partir bientôt. Il se téléporte hors du château détruit avec le butin d'Ark. Une fois en sécurité, il pense que si ce n'était pas Ariane, cela pourrait être dû à la ninja aux oreilles de fourrure. Ark indique qu'avec cela, il a déjà rempli son contrat. Elle lui remet sa récompense en lui demandant si cela lui suffit, surtout comparé à son butin. Ark accepte tout de même la bourse d'argent avec remerciement. Elle lui demande ensuite ce qu'il compte faire maintenant. En réalité, Ark ne sait toujours pas. Il n'a rien de particulier en tête. Ariane lui propose de venir avec elle au village elfique. Ark est un peu confus, alors elle explique que de nombreux membres de son peuple sont encore captifs. Elle aimerait qu'il continue à l'aider. Le village elfique. C'est tellement fantastique. Il a tellement envie d'y aller. Bien sûr, il ne montre pas cet enthousiasme à Ariane. Il lui demande si les autres elfes seraient prêts à accueillir un étranger comme lui. Elle lui dit qu'ils devront rencontrer les anciens et obtenir leur permission. Ark demande s'il doit rencontrer les anciens, peu importe quoi. Sentant ses inquiétudes, Ariane promet de lui présenter l'un des anciens, la personne en qui elle a le plus confiance. C'est un signe de confiance de la part d'Ariane. Le chevalier lui dit qu'il ne peut pas enlever son armure. Ariane réfléchit et souligne qu'il devra au moins montrer son visage. Elle lui demande s'il y a une raison, et il répond qu'il craint que, si elle découvre son apparence, elle puisse immédiatement tourner son épée contre lui. Elle lui assure qu'elle ne le fera pas et demande s'il lui montrera son visage dans ce cas. Ark réfléchit. Il pensait d'abord simplement aider cette elfe au regard sincère. Mais après avoir voyagé avec elle. Très bien, dit-il en retirant son casque. Ariane ne peut cacher sa surprise en découvrant la véritable forme du chevalier qui l'a aidé. Elle lui demande ce qui lui est arrivé, et il répond qu'il n'en est pas sur lui-même. Il ajoute qu'il s'est simplement retrouvé dans ces terres avec une apparence modifiée. Il suppose qu'il doit s'agir d'une sorte de malédiction. S'il lui disait qu'il s'est réveillé dans un autre monde avec l'apparence de son personnage de jeu vidéo, il doute qu'elle comprendrait. Ark commence à transpirer en attendant sa réaction. Ariane l'étudie un moment. Elle explique que s'il était véritablement mort-vivant, il aurait la corruption de la mort, et il ne pourrait pas utiliser les sorts de guérison ou la puissance de la lumière pour dissiper les malédictions. De plus, il est peu probable qu'une créature spirituelle soit très attachée à lui. Ark, tu nous as prêté ta force pour sauver nos camarades. Nous ne révélerons donc jamais à d'autres le secret de ce corps qui est le tien, déclare Ariane. De plus, ajoute-t-elle, si son apparence est due à une malédiction, les anciens pourraient avoir des connaissances à ce sujet. Ark apprécie cela et dit que rien ne le rendrait plus heureux que de voir la malédiction levée. C'est décidé, alors, dit Ariane. Elle tend à nouveau la main, comme elle l'avait fait lorsqu'elle l'a engagée pour la première fois. Elle décide de se présenter à nouveau Ariane Glenimaple, guerrière elfe de la Grande Forêt du Canada. Je m'appelle Ark. Je suis en voyage pour briser cette malédiction, répond-il en lui serrant la main. Il ne fait pas encore jour, et ses perspectives restent incertaines, avec seulement la lumière de la lune pour l'éclairer. Mais j'ai décidé où je vais aller à partir de maintenant, pense Ark en suivant Ariane. À Olave, la capitale du royaume de Roden, le roi Carlon d'Elfrier Roden Olave demande qui est responsable de l'affaire impliquant le marquis de Dianto. Le premier prince, secte Rondal Carlon Roden Sadier, indique qu'il y a des rumeurs selon lesquelles les elfes seraient responsables. Le deuxième prince, Dakaré Sissier Carlon Roden Veutran, claque de la langue. Le roi demande au premier prince ce qui rend les rumeurs dignes d'intérêt. Le prince explique que le marquis Dianto a violé le traité en capturant des elfes et en les vendant à l'Empire oriental. Étant donné cette rumeur précédente, cela semble logique. La deuxième princesse, Yuriana Merol Melissa Roden Olave, est surprise d'entendre cela. Dakaré considère que cela ressemble à des rumeurs sans fondement et demande à Secte s'il a des preuves. Secte réplique que Dakaré semble défendre le marquis. Dakaré se met en colère et frappe la table. Son frère ne devrait pas entacher la noblesse du royaume avec de simples rumeurs. Le roi prend le parti de Dakaré et demande à Secte de ne pas condamner le marquis sans preuve suffisante. Mais ces rumeurs méritent une enquête plus approfondie. Cette partie fait sourire Secte. Le roi ajoute qu'ils doivent enquêter immédiatement sur ce qui s'est passé à Dianto. Il demande ensuite l'avis de sa fille sur la situation. Yuriana partage qu'elle a également entendu les rumeurs. Si elles sont vraies, cela signifierait non seulement une rupture du traité avec les elfes, mais pourrait également accroître les tensions avec d'autres nations. Ils doivent découvrir les faits le plus rapidement possible et organiser une rencontre avec les elfes. Si les elfes cherchent à se venger en interrompant leurs arrangements avec l'Imbult, Secte sait où sa sœur veut en venir et complète sa pensée. Le royaume serait tenu responsable par les autres pays. Yuriana est d'accord avec cette évaluation. Le roi Carlon souligne que le matériel magique serait déjà un problème. Mais si les elfes retiennent les pierres uniques de fertilité des cultures, cela provoquerait des soulèvements parmi leur propre noblesse. Le roi ordonne à Yuriana de se rendre à l'Imbult pour organiser une rencontre avec les elfes. Dakaré n'est définitivement pas content de ce développement. Le roi congédie ses enfants. Alors que les trois quittent la pièce, leurs expressions sont totalement différentes. Secte semble satisfait, Yuriana semble déterminée, et Dakaré est extrêmement en colère. Le roi, encore assis sur son fauteuil, réfléchit à la situation préoccupante.
Pendant ce temps, Ark et Ariane sont en route pour la Latoya. Ils sont profondément dans la forêt, et Ark ne sait pas s'ils ont fait des progrès. Mais il aperçoit une ouverture pas très loin, alors il décide de faire une reconnaissance avec Dimension Move, à la grande surprise d'Ariane. Il l'entend ensuite crier de douleur. La scène suivante montre Ark assis par terre. Il est tombé d'une falaise encore une fois. Ariane le gronde, disant que c'est de sa faute s'il utilise de la magie sans savoir ce qui l'attend. C'est un point valable, qu'Ark reconnaît, mais il a trouvé quelque chose de cool, une rivière. Ariane remplit sa gourde, et Ark attrape un poisson. Il décide apparemment de se reposer là pour la journée. Il fait nuit, Ponta dort, Ark fixe le feu, et Ariane parle à l'oiseau messager. Grâce à lui, ils apprennent que Danka et les elfes qu'ils ont sauvés sont en sécurité en route vers la Latoya. Ariane regarde le visage endormi et mignon de Ponta lorsqu'Ark lui demande s'ils sont loin de la Latoya. Elle répond que ce n'est pas très loin. Encore 2 nuits et ils devraient y être. Son ventre gronde alors, interrompant leur conversation et la mettant mal à l'aise. Ark sort pour chasser un sanglier, car le poisson ne suffit définitivement pas. Après tout, ils ont marché toute la journée. Pendant que le chevalier squelette chasse, Ariane regarde à nouveau Ponta, toujours endormie. Elle est si mignonne. Ariane s'approche, désirant toucher la petite créature. Elle se retient, ne voulant pas déranger le petit renard. Alors qu'elle hésite encore, Ponta se réveille et la fixe. Si j'étais elle, je câlinerais définitivement Ponta. La vue d'Ariane en train de câliner Ponta accueille Ark à son retour. L'elfe presse la créature spirituelle contre son visage, heureuse de la douceur et de l'odeur agréable de Ponta. C'est tellement adorable. Lorsqu'elle voit que le chevalier squelette est de retour, Ariane remet rapidement mais prudemment Ponta au sol, après avoir eu un petit concours de regards. Ariane complimente la rapidité d'Ark et lui demande ce qu'il a rapporté. C'est un énorme sanglier. Il faut commencer à le dépecer. Ark acquiesce, mais il ne peut s'empêcher de taquiner Ariane en disant à Ponta de venir le câliner plus tard. La seule chose qui en ressort de cela, est une guerrière elfe toute confuse et criante. La princesse Yuriana prend le thé un matin, avec sa servante Ferna à ses côtés. On dirait qu'elle ne peut même pas profiter de son thé. Ferna lui demande si elle est inquiète, et elle répond que ce n'est rien. Elle révèle ensuite qu'elle est certaine que son frère Dakare est impliqué dans le commerce des elfes. Elle est également persuadée que Secte ne restera pas silencieux longtemps à ce sujet. Ferna fait remarquer qu'une fois que le prince Dakare sera destitué, le trône reviendra éventuellement à Yuriana ou à Secte. Yuriana la réprimande pour cela. Elle ne doit pas parler si légèrement. En ce moment, ils doivent se concentrer sur l'enjeu actuel, la mission diplomatique à Limbult. Limbult est le seul domaine ayant des relations commerciales avec les elfes. Ils doivent organiser une rencontre avec les elfes et empêcher tout conflit potentiel de s'aggraver. Ferna demande si elle n'est pas impatiente, car cela fait longtemps que Yuriana n'a pas vu sa sœur, qui s'est mariée à Limbult. La princesse acquiesce et se demande si sa sœur Seriarna va bien. Ark et Ariane marchent à nouveau dans la forêt, mais ils sont cette fois-ci assez proches de leur destination. Quelques instants plus tard, ils arrivent devant une énorme porte. C'est l'entrée du village elfique de la Latoya. Ariane demande à ce qu'on ouvre la porte, et Ark est impressionné par l'élément fantastique du lourd portail en fer qui se lève. Elle entre et lui dit d'attendre ici pendant qu'elle obtient la permission des anciens. Ark observe la haute palissade en bois autour de la ville et pense que, comme les elfes vivent longtemps, elle doit aussi être assez vieille. Il semble que les elfes ne sont pas lents seulement en matière de vieillissement. Ariane prend trop de temps pour obtenir la permission, et Ark s'amuse avec Ponta, s'entraîne à l'épée, fait des exercices et même une petite sieste avant qu'elle ne revienne. Heureusement, elle a obtenu la permission et l'appelle à l'intérieur. Le chevalier découvre que la ville des elfes ressemblait à un village agricole, mais les immenses maisons en forme de gousse semblaient avoir été conçues par un designer. Au centre de la ville se trouvait un arbre géant qui servait de maison et de bureau à l'ancien de la ville. Ariane emmène Ark chez l'ancien Dylan et sa femme Glenis, qui l'accueille chaleureusement et le remercie de s'être occupé de leur fille. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il apprend qu'Ariane est la fille de l'ancien, et elle ne lui avait jamais rien dit à ce sujet. Glenis dit qu'elle avait juste 170 ans alors qu'en réalité, elle en avait plus de 240, et cette habitude agace Ariane. Ark est choqué de confirmer que les elfes vivaient vraiment longtemps, car elle ne semblait pas avoir plus de 30 ans. L'ancien remercie Ark d'avoir aidé les elfes, mais ensuite il se tourne vers sa fille et lui demande pourquoi elle a attaqué la maison d'un noble alors que leur mission consistait seulement à récupérer les elfes kidnappés. Elle ne peut pas donner de réponse satisfaisante, mais Ark intervient et explique les détails de ce qui s'est passé. L'ancien Dylan dit qu'il en informera la convention des anciens elfes demain et qu'il leur montrera également les contrats de vente d'esclaves elfiques qu'Ark a trouvés. Maintenant qu'ils ont fini de parler affaires, Glenis apporte de la nourriture et, tandis que tout le monde commence à manger, Ark est nerveux quant à ce qu'il doit faire. Ariane lui dit de ne pas s'inquiéter, et Dylan ajoute qu'il a entendu parler de sa condition et que les 3 membres de sa famille garderaient son secret. Ark est convaincu, et il enlève son casque avec hésitation avant de manger avec quelqu'un d'autre pour la première fois depuis des semaines. Le lendemain matin, il se réveille dans un lit confortable sans son armure, et Ponta utilise son torse vide comme bon endroit pour se reposer. En sortant,
Ark apprend des anciens que Dylan et Ariane étaient déjà partis pour assister à la convention des anciens. Juste derrière leur maison se trouvait le cercle de transport vers la capitale des elfes, qui n'était qu'une énorme souche en bois avec un cristal magique sur le côté, et il fallait plusieurs magiciens elfes pour téléporter quelqu'un. Dylan et Ariane arrivent dans la ville capitale, qui est en pleine activité, et se dirigent directement vers le quartier général où tous les autres anciens sont réunis. Le chef élu de tous les anciens demande à Dylan ce qu'il a découvert sur les récents enlèvements, et il lui fait un rapport détaillé. Les anciens sont horrifiés d'apprendre la vérité et pensent que c'est une raison justifiable de déclarer la guerre aux humains, tout comme ils l'ont fait il y a 600 ans. Cependant, aucun humain ne se souvenait clairement de la guerre, car ce qui représentait une génération pour les elfes était une longue histoire pour eux. Après cette guerre, ils avaient conclu un pacte de non-agression, et maintenant les humains l'avaient rompu. Mais prendre une décision précipitée n'était pas une bonne idée. Un des anciens propose d'envoyer une plainte au royaume de Roden avec lequel ils avaient conclu le pacte, mais l'ancien guerrier dit qu'ils n'ont pas besoin de s'expliquer auprès des humains. En plus de cela, ils pourraient utiliser des astuces juridiques pour convoquer ceux qui ont sauvé les enfants kidnappés et les punir pour avoir attaqué la maison d'un noble. Le chef des anciens est également d'accord avec cela et il ordonne que les opérations de sauvetage des elfes kidnappés continuent avec une prudence accrue, et ils garderont également un œil sur les activités des humains. En revenant de la réunion, Ariane se sent coupable de ses actions imprudentes qui ont compliqué leur position, mais Dylan la rassure qu'elle a bien fait de sauver leur peuple. Il commence ensuite à parler d'autre chose, et Ariane apprend que sa sœur aînée, obsédée par le combat, allait bientôt se marier. Elle est choquée d'entendre cela et ne peut même pas imaginer sa sœur avec un homme, quand Evelyn, la sœur dont elle parlait, la plaque soudainement et commence à la câliner, ignorant leur père. Après qu'elle ait eu sa dose de câlin, Evelyn dit qu'elle est fière d'Ariane pour avoir sauvé tant d'elfes. En entendant ces mots, Ariane ne se sent pas mieux, car sa sœur était l'une des meilleures guerrières des elfes et Ariane souffrait d'un complexe d'infériorité en se comparant à un génie. Elle change alors de sujet et lui demande des détails sur son mariage, et Evelyn lui demande si elle aime quelqu'un. Elle dit qu'il n'y a aucun homme dans sa vie, mais rougit en pensant à Ark, et sa sœur la taquine en disant que si quelqu'un veut l'épouser, il doit être plus fort qu'elle. Ariane lui demande de simplement dire qu'elle ne veut pas qu'elle se marie dans cette vie, et Evelyn rit aux éclats. Il semble que l'homme sur lequel elle a des vues ne va pas avoir la tâche facile pour battre sa sœur. Pendant qu'Ark fait un tour du village, tout le monde se méfie de lui et seules les filles qu'il a sauvées sont ses amies. Glynis lui demande de s'entraîner un peu avec elle. Ils se font face avec des épées d'entraînement, et Ark se demande si la ménagère s'en sortira bien en le combattant, mais elle dit qu'elle a enseigné à Ariane ses compétences à l'épée. En plus, c'était une elfe noire, qui était bénie avec de merveilleuses capacités physiques, et elle ressentait le besoin de tester quiconque elle trouvait fort. Elle voulait également voir si le compagnon de sa fille était assez fort pour la protéger. Ark accepte ses raisons et l'entraînement commence, Glynis prenant l'initiative. Elle submerge Ark avec ses attaques rapides de face, puis apparaît derrière lui pour le faire trébucher. Il tombe au sol et elle pointe sa lame vers lui, disant que ses mouvements étaient ceux d'un amateur, et lui donnant des conseils pour s'améliorer. Elle lui dit de se relever pour le deuxième round, et Ark est enthousiaste d'apprendre des compétences de combat réelles d'une experte. La ménagère joyeuse et inoffensive le tabasse 100 fois de la manière la plus humiliante, mais il se relève encore et encore pour l'affronter. Enfin, il pense qu'il a trouvé une opportunité pour la surprendre en utilisant la marche dimensionnelle, mais même s'il réussit à se mettre dans son dos, elle est assez rapide pour le neutraliser sans difficulté. Mais malgré ses compétences, elle n'est maintenant qu'une simple ménagère et commence à s'inquiéter de ce qu'elle va cuisiner pour le dîner, laissant Ark allongé dans la poussière, où il se dit que des statistiques élevées ne font pas tout, et que l'expérience réelle des combats est la chose la plus précieuse de toutes. Une fois rentré chez lui, il apprend que les elfes ont une salle de bain dans leur maison, et il a vraiment envie d'y entrer. Il prend Ponta avec lui, la lave, puis se plonge dans l'eau pour un plaisir apaisant, car les bains étaient rares et un luxe dans ce monde. C'était la première fois qu'il prenait un bain ici, et ses os se sentaient vraiment bien. Alors qu'il profite de son bain avec son animal, l'insoupçonnée Ariane est aussi rentrée à la maison, et elle se dirige vers la salle de bain sans vérifier si quelqu'un était déjà là. Comme par hasard, il n'y a pas de porte aux salles de bain, parce que qui se soucie de l'intimité? Elle est choquée de voir un squelette dans sa baignoire et n'écoute pas Ark, qui essaie de lui dire que c'était lui, et le projette au loin. À la table du dîner, ils sont tous les deux embarrassés parce que l'autre les a vus sans vêtements, mais cela ne devrait pas importer à Ark puisqu'il n'a rien à cacher. Ensuite, Dylan arrive et commence à parler avec Ark de ce que les anciens ont décidé. Il voulait l'embaucher pour aider Ariane à sauver les elfes kidnappés. De plus, comme il n'avait pas beaucoup d'argent pour payer quelqu'un d'aussi riche que lui, ils ont décidé de lui offrir en échange des informations précieuses qui pourraient l'aider à lever sa malédiction. Dylan lui dit qu'il y avait une source chaude près de la couronne du Seigneur qui était censée lever toutes les malédictions des personnes qui s'y baignaient. Ark lui demande ce qu'était la couronne du Seigneur, et l'elfe lui raconte une longue histoire sur le fait qu'il existait de nombreux types de créatures semblables à des dragons dans le monde, et les plus puissants d'entre eux étaient les seigneurs dragons.
La couronne du seigneur était un type rare de grand arbre qui poussait là où un seigneur dragon s'établissait, et une grande variété d'esprits vivaient à l'intérieur et autour de lui, conférant à ses feuilles et ses fruits des capacités miraculeuses. Mais c'était aussi un endroit très risqué à pénétrer, car si quelqu'un dérangeait les esprits, il éveillerait la colère du seigneur dragon. Dylan ajoute qu'entrer dans la couronne du seigneur est dangereux pour les humains, mais les elfes peuvent obtenir la permission des esprits pour y entrer, et ils peuvent arranger cela pour Ark aussi. Dylan lui demande si l'information est suffisante comme paiement, et Ark répond que c'est plus que suffisant. Mais allongé dans son lit, il se demande s'il était vraiment maudit. L'histoire qu'il avait racontée à tout le monde était l'information aléatoire de son personnage qu'il avait mise parce que c'était un jeu de rôle, mais il se demande si c'était vraiment vrai. Ensuite, il pense que si c'était une malédiction, il pourrait se purifier en utilisant son sort anti-malédiction, qui était efficace contre les malédictions de rang moyen. Il connaissait des sorts plus puissants, mais ils endommageaient les morts vivants et il ne voulait prendre aucun risque. Ark décide donc de tester l'anti-malédiction sur sa main, et à sa grande surprise, le sort fonctionne et sa main se transforme en une main humaine.